Il avait rêvé. Les obsèques de Desmond Tutu ont lieu samedi à la cathédrale anglicane du Cap. Une cérémonie très simple, épurée et confidentielle, conformément aux souhaits de l'archevêque. L'Afrique du Sud a prêté ses adieux à son dernier grand héros de la lutte contre l'apartheid lors de funérailles sans faste mais chargées d'émotions et de paroles rappelant comment le petit homme à la robe violette a marqué l'histoire. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ouf Ghaffar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Ouf Ghaffar. Bonjour. Bonjour. Alors, Desmond Tutu a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid. Comment évaluez-vous cette longue démarche pour exterminer l'apartheid? Certainement, il a joué un très grand rôle et surtout que il a toujours, disons, voulu que le combat contre l'État à partir de l'Afrique du Sud soit pacifique. C'est-à-dire il était contre la violence et c'est justement pour ça qu'il a reçu le prix Nobel. Mais en tous les cas, il a suivi une carrière, comme vous l'avez dit, comme prêtre, et puis évêque, et puis archevêque, etc., pour une vingtaine d'années. Et c'était toujours pour deux choses. Le combat contre l'État à partir d'un côté et les droits de l'homme de l'autre. Ce qui sont justement, ça se complémente. En tous les cas, il avait un impact très important dans l'Afrique du Sud et quand même il a participé dans beaucoup de positions, etc. Quand M. Mandela était emprisonné et même quand il a été libéré, il a toujours joué le rôle en défense des droits de l'homme et les droits des Noirs contre les Blancs à l'Afrique du Sud. Oui, comme vous l'avez mentionné, œuvrant pour les droits de l'homme, Desmond Tutu disait que son objectif était la construction d'une société juste et démocratique, sans division radicale. Alors, Dr Ouf Ghaffar, jusqu'à quel point trouvez-vous que cet objectif a été réalisé? Je veux dire que, à mon opinion, c'était dû à l'effort de l'archevêque Desmond Tutu d'un côté et M. Mandela de l'autre. C'était les deux causes principales pour disons, si je peux dire, la libération de la majorité noire de l'Afrique du Sud et la disparition de la gouvernance des Blancs là-bas. Et on doit, quand on lit l'histoire récente de l'Afrique du Sud, le rôle qui a été joué par Desmond Tutu est un rôle très important, très significatif, et c'était, comme je viens de dire, si pas la raison principale du changement qui a pris lieu en Afrique du Sud à propos de les droits de l'homme et les droits que les Noirs ont pris après une longue durée du règne blanc qui était complètement illégal. Desmond Tutu a en outre lutté pour la promotion de l'éducation pour tous. Alors, croyez-vous que l'enseignement est devenu actuellement à la portée de tout le monde? Ouais, il a fait son possible. Et il y a un avancement assez important sur ce domaine, mais c'est-à-dire c'est 1, 2, 3 pas dans cette direction, mais il a été le pionnier dans ce domaine. Et je pense que
on ne va pas... C'est une génération qui a disparu, malheureusement, avec son décès il y a quelques jours. Et j'espère que peut-être des descendants, peut-être ils vont jouer un autre rôle, mais lui, c'était un des piliers dans la transformation qui a eu lieu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Desmond Tutu a également effectué plusieurs visites dans le monde pour instaurer la paix. Alors, croyez-vous que son effet restera effectif? À mon opinion, le fait de combattre la tyrannie sans guerre et d'une manière très pacifique, c'est une philosophie. D'ailleurs, ça a commencé, si on va ailleurs dans l'histoire, M. Gandhi, en Inde, il a suivi le même chemin et le résultat a été très réussi. C'est la même chose. Donc, combattre ce genre d'oppression et de régime avec sans guerre, très pacifiquement, ça c'est une philosophie très importante. Et voilà, nous avons vu que d'un côté lui, de l'autre côté M. Mandela, ils ont pu justement réaliser et disons l'espoir de leur peuple en Afrique du Sud. Nous vous remercions infiniment pour cette intervention, pour cette interview. Monsieur Dr Raouf Ghaffar, analyste politique, merci d'avoir été avec nous. Depuis l'inscription du tambour sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2014, une semaine de célébration est dédiée à l'Ngoma au Burundi. Les détails avec Shamsenemi. Cette année, la tradition a été respectée et un concours a opposé différents participants venus de tout le pays. Ces rythmes endiablés accompagne une danse rituelle gage d'une tradition datant de la période monarchique. Ce que nous faisons maintenant, c'est de mettre le tambour burundais à la portée du monde entier. Pour que l'on parle du Burundi partout et que les gens sachent que son tambour est le numéro 1 au monde, explique l'un des danseurs. En plus de vouloir le rendre célèbre aux yeux du monde, jouer le tambour signifie beaucoup pour tous ces Burundais, car il leur procure de la joie en tant que garant d'une ancienne tradition. À l'époque, le tambour annonçait les grands événements des intronisations ou encore les funérailles des souverains. Quand je joue du tambour, je ne sais pas comment expliquer la joie que je ressens. C'est de la joie. C'est un sentiment profond à l'intérieur. Je sens que quelque chose monte en moi. Le tambour est joie et amour. Les chants des tambourinaires louent et rappellent l'histoire du Burundi, ainsi que la bravoure des souverains du royaume. Les femmes ne sont pas autorisées à jouer de l'instrument, mais elles peuvent accompagner les groupes et assister au festival. Afin de préserver la tradition, les hommes apprennent à se familiariser avec le tambour depuis leur plus jeune âge. Les tambourinaires du Burundi parcourent le monde en participant à plusieurs festivals avec leur tambour de 90 cm couverts d'une peau de vache et de 47 kg avec l'idée de partager leur fierté d'appartenir au Burundi. Fin de cette transmission, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée.